Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquence Populaire. Si vous aimez ce que nous faisons, eh bien n'oubliez pas de liker, de commenter, les commentaires sont importants, ça nous permet de nous corriger un petit peu, de partager dans vos réseaux, avec votre famille, vos amis. C'est important, les commentaires, les likes et les partages pour le référencement. Notre petit média grandit, c'est grâce à vous et grâce à ces petits gestes. Et ceux qui peuvent un autre petit geste, eh bien, vous avez un lien en fin juste en dessous de cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer et nous faire un petit don de 5 €. Petits dons, petits ruisseaux, mais qui font les grands fleuves. Voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question, avant qu'il y ait beaucoup de commentaires, voilà, j'ai les cheveux très 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 courts. C'est à cause d'un coup de ciseau de ma petite fille que je salue et qui a un peu coupé les cheveux très courts pendant que je dormais. C'est très amusant, mais il a fallu remédier au problème, d'où cette tête un petit peu dure. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, j'ai le grand honneur de recevoir Denis Colin, que ceux qui suivent République Souveraine connaissent, puisqu'il est déjà intervenu plusieurs fois dans nos universités d'automne, d'été, de printemps. Denis Colin, allez, on peut se tutoyer, on se connaît depuis suffisamment longtemps, on va faire bon. Tu es agrégé de philosophie. Oui. Tu as écrit de nombreux ouvrages de philosophie, spécifiquement de philosophie politique, mais aussi philosophie des sciences. Ce serait trop long de tous les citer. Alors, il y a Comprendre Machiavel, Libre comme Spinoza, La longueur de la chaîne, très très bon livre. Et puis déjà de nombreux ouvrages sur Marx, Oui. que tu connais très bien, qui t'a accompagné tout au long de ta vie. Il y avait justement Comprendre Marx, il y avait Introduction à la pensée de Marx, et aujourd'hui on te reçoit car tu sors ton dernier livre. Comment peut-on encore être marxiste? Alors non seulement tu as écrit beaucoup de livres, mais là on va dévoiler. Tu as écrit des livres pour d'autres. Je crois que tu as été Pas trop mais un certain Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai participé activement, disons. Un bon petit coup de main en particulier pour ses premiers ouvrages de ta part, ce qui est tout à fait à son honneur. Autant en demander aux gens qui savent. Donc tu es un grand spécialiste entre autres de Karl Marx. Tu as été toi-même militant révolutionnaire pendant un certain temps. Tu y reviens dans ce livre un petit peu avec une petite touche d'amertume, pourrait-on dire. Pas trop d'amertume, non, mais c'est vrai que ça m'a occupé beaucoup de temps. Et qu'à un moment, on s'est rendu compte, soit qu'on s'est trompé soi, et après, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même, soit qu'on était un peu floué. Et je crois que les deux sont vrais. Voilà. J'ai été militant d'abord à la Ligue communiste, avant que ça s'appelle LCR, NPA, etc., avec laquelle j'ai rompu pour des raisons qui restent valables, en fait. J'ai quitté la Ligue communiste parce que j'étais en désaccord sur quelques points. Je signale. Alors, le premier des points, c'est que je les trouvais à la remorque des partis communistes staliniens. Voilà. Je pensais que c'était pas leur rôle, qu'on se réclamait du trotskisme, donc on devait avoir une ligne indépendante et pas chercher à enjoliver des partis dont l'évolution était prévisible. Hein. Bon. Deuxièmement, j'étais en désaccord avec eux sur un point assez important, c'était sur la question de l'école. Moi, je suis un enfant de l'école de la République. Hein. J'étais interne, j'étais fils de paysan, je dois tout à l'école. Et bon, quand j'apprends qu'il faut détruire l'école, faire de l'université des universités rouges, que les examens on n'en a rien à faire, que les concours ça n'a pas d'importance, etc., et que la laïcité au fond est une question assez secondaire, tout ça m'a éloigné durablement de la Ligue communiste, et j'ai rejoint ceux qui étaient le plus proches de moi à cette époque, ou ceux dont j'étais le plus proche, qui était l'OCI, donc le courant qu'on appelle lambertiste, qui a connu divers avatars, POI, Parti des travailleurs, aujourd'hui c'est le POI, hein, c'est ça, oui. Dont était membre Jean-Luc Mélenchon. Exactement, oui, j'ai entendu parler de Jean-Luc Mélenchon pour la première fois, il y a très longtemps, ça devait être en 1974,
quand je suis rentré à l'OCI. À l'époque, Mélenchon était encore responsable de l'UNEF à Besançon. Voilà, et il était un des membres importants de l'OCI dans cette région. Voilà, après, il dit non, moi je n'ai pas été vraiment là, mais moi j'ai toujours entendu parler du camarade Santerre, qui était très connu. Bon, voilà. Et puis j'ai donc rejoint. D'ailleurs, ceux qui suivent bien, il est très très proche, très proche du POI aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a un député, il participe à des réunions de la direction. Enfin bon. Oui, oui. Mais, il refait la vie de maison. Hein. Oui. D'ailleurs, il fait ses réunions maintenant au local du POI, c'est-à-dire au 87 rue du Faubourg-Saint-Denis, local que j'ai fréquenté beaucoup, parce que j'ai même été permanent de cette organisation. Donc voilà. Ça, c'est mon passé révolutionnaire lointain. Et puis, voilà, j'ai quitté un peu tout ça, parce que je pense que ça ne menait pas à grand-chose. Et donc, je suis rentré au Parti Socialiste. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, personne n'est parfait. Plus approfondi, mais bien sûr. Non, c'est pour ça, hein, j'ai peut-être beaucoup à me faire pardonner. Enfin voilà, je suis rentré au Parti Socialiste parce que je pensais, avec d'autres camarades, qu'on pouvait développer un courant de gauche qui allait, le moment venu, pouvoir influer le cours du PS. Bon, ça, c'était une illusion complète, hein, parce qu'il est impossible d'influer le cours du PS. On peut toujours essayer. Jospin était rentré aussi sur cette base-là, quand même, faut pas l'oublier. Et quelques autres. C'est d'ailleurs même le cours du PS qui influe ceux qui rentrent pour l'influer. Absolument. Ce qu'avait déjà formidablement décrit Roberto Michels dans les partis politiques. Il avait étudié le SPD allemand avant la Première Guerre mondiale. La loi des reins de l'oligarchie. La loi des reins de l'oligarchie. Voilà. Elle est toujours là. Hein. Le livre fonctionne très très bien, d'ailleurs. Et puis voilà, si je finis mon parcours, après, j'ai quitté le PS au moment où les bateaux français ont fait route vers le Golfe en 91. Voilà. Et je pensais que Mélenchon aurait dû s'en aller, claquer la porte. Quand la question de la guerre, c'est une question essentielle. Et là, on nous entraînait dans une guerre américaine. Et c'est ça qui m'a rapproché de façon assez importante de Jean-Pierre Chevènement, que j'ai suivi pendant une bonne dizaine d'années. Hein. J'ai été membre du mouvement des citoyens. Et j'ai soutenu la candidature de 2002 de Jean-Pierre Chevènement. Voilà. Et puis après, bon, c'est plus très intéressant, mais mes grands engagements, ils s'arrêtent là. Après, j'ai participé à diverses choses, j'avais retrouvé Mélenchon en 2005, au moment du référendum sur la soi-disant Constitution européenne, où on se trouvait à peu près d'accord, à condition de ne pas creuser trop profond. Et d'ailleurs, c'était des retrouvailles intéressantes, parce que en 1992, au moment de Maastricht, moi je soutenais Chevènement, donc, et j'ai appelé à voter non. Et je me souviens, notre dernière conversation au téléphone a été assez violente. Il m'a dit « Tu fais le lit du Front National », et puis ça s'est terminé comme ça, parce que je votais non. Voilà, c'est... Bon, tout le monde peut se tromper, hein. Depuis, il a reconnu qu'il s'était trompé. Mais il a tendance aussi à excommunier les camarades de façon extrêmement rapide. Mais je reconnais bien la méthode. Hein, tu reconnais la méthode, comment on peut se faire virer par un coup de téléphone. Voilà. Bon, en tout cas, on te reçoit aujourd'hui pour ce livre. Est publié aux éditions Atlante. Comment peut-on encore être marxiste ? En fait, c'est une forme de critique, d'autocritique. Oui. Fais ton autocritique, camarade Marx. Donc tu l'as fait pour lui. Alors, bon, on rigole un peu, mais je tiens vraiment à préciser que ton œuvre et ta pensée vraiment assez remarquable. Et ce livre en fait partie. C'est un livre, contrairement à d'autres, il y a énormément d'idées, il y a un travail très profond. On voit bien que ça fait des décennies que tu travailles les textes de Marx. C'est un vrai ouvrage profond. Il y aurait énormément à en parler. On pourrait passer des heures et des heures. On ne pourra pas aborder tous les sujets. Mais le cœur, c'est que ce que tu fais, c'est que tu t'intéresses à la dérive qu'il y a eu du socialisme réel, on peut l'appeler ainsi, de l'Union soviétique, des autres pays de l'Est. Et ce que tu fais, c'est que tu te sers des outils conceptuels de Karl Marx pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et ainsi, tu essaies de trier le bon grain de livret et de garder ce qu'on peut garder
d'utile de Marx, que tu considères toujours comme un des plus grands philosophes de l'humanité. D'ailleurs, tu as l'honnêteté de rendre hommage à Michel Henry. Tu dis que c'est lui qui t'a permis de faire cette évolution-là. Alors, Karl Marx, coupable ? Non, je ne crois pas qu'il soit coupable. Il ne faut pas juger comme ça le passé, de toute façon. Ils ne sont pas là pour se défendre, je trouve. J'évite. Si, il est là, il te regarde. Oui. Alors, je veux dire, en matière de Marx, moi je suis plutôt un born again, comme on dit chez les Américains. En fait, j'étais un marxiste orthodoxe. J'avais appris tout ça quand j'étais trotskiste. À l'OCI, on apprenait. Avant de rentrer à l'OCI, il fallait suivre un groupe d'études révolutionnaires qui pouvait durer 6 mois. Il fallait montrer qu'on avait tout compris le marxisme de base. Puis pendant un moment, je me suis pas mal éloigné. C'est-à-dire, je trouvais que ça. Et celui qui m'a remis Marx entre les mains, c'est Michel Henry. J'ai lu le livre de Michel Henry un été, comme ça. C'est assez gros, hein, les 2 volumes de son Karl Marx, son Marx. Et ça m'a complètement, je veux dire, bouleversé. Voilà, c'est comme Saint Paul sur le chemin de Damas, quoi. C'est presque comme ça. Non, c'est vrai, c'est un livre qui a changé ma vision des choses. Et je me suis dit, mais ce Marx est un gars sérieux, il faut peut-être se remettre sérieusement à cette question-là. Et d'ailleurs, je me suis remis à la philosophie. Je n'étais pas du tout philosophe, hein, à l'époque. Moi, je n'étais plus. J'avais fait quelques vagues études de philosophie, comme on faisait des études après 68, hein. C'est-à-dire des fois un peu léger. Et je me suis mis sérieusement à la philosophie pour lire Marx. Et du même coup, j'ai passé l'agrégation, puis j'ai préparé ma thèse. Que j'ai tant qu'à faire. Oui, j'ai fait tout ça. Donc en 95, j'ai soutenu ma thèse qui portait sur la théorie de la connaissance chez Marx. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce Marx ? Si on essaie de rester dans le schéma du marxisme, je crois que le schéma du marxisme, avec les phases de l'histoire qu'il faut nécessairement parcourir, on devait aller de l'esclavagisme antique au féodalisme, du féodalisme au capitalisme, du capitalisme au socialisme. Bon, manque de chance, le train s'est arrêté à l'avant-dernière station, il n'est jamais allé à la dernière. Parce que comme on est réduit dans le temps, on a chez Marx la philosophie d'histoire qu'il emprunte à Hegel, et donc ce que tu décris, la même marche d'idées sur le monde. Il y a le Marx de l'action, que tu critiques, celui de la praxis, et puis il y a le Marx qui analyse le système capitaliste, où tu dis, là, sans faute. Ah oui, absolument, je crois que il n'y a pas un ouvrage qui est plus actuel que le Capital. Pour moi, ce qu'il faut lire dans Marx, c'est le Capital. Alors évidemment, c'est long, ça prend du temps à lire le Capital. Mais c'est l'ouvrage sur lequel il n'y a rien à rajouter. Il analyse ce qu'est notre société, il ne fait pas c'est pas un économiste, Marx, il ne fait pas une théorie économique du capitalisme. Il essaie de comprendre comment l'économie s'est construite. C'est-à-dire quels sont les fondements dans la vie sociale, dans la production elle-même, dans la manière dont les individus eux-mêmes produisent leur vie matérielle. Il essaie de comprendre comment ça a construit autour cet édifice de représentation et de mode de fonctionnement qui s'appelle le capital. Et c'est pour ça son analyse de la marchandise, quand il montre que la marchandise est une entité métaphysique, hein, et que dès qu'on commence à s'y attacher, elle commence à danser sur sa tête, dit-il. Si la marchandise est une entité métaphysique, c'est bien parce que le mode de production lui-même a produit ces catégories de la pensée à travers lesquelles nous essayons de comprendre la société. Et la première chose à faire, nous dit Marx, c'est de se débarrasser justement de cette couche mystique. Oui, la valeur spirituelle, oui, la marchandise, c'est une idée. C'est une représentation des choses. La marchandise, c'est cette chose bizarre qui est la transformation de la qualité en quantité. Nous essayons de nous procurer des choses qui nous servent, qui sont utiles à notre vie. Et la marchandise, elle laisse de côté cet aspect profane de son existence pour s'occuper de son aspect sacré qui est sa valeur. Combien ça vaut ? Je t'échange du blé contre du fer contre autre chose, etc. C'est-à-dire que, au fond, le monde tel que nous le percevons à travers les catégories de l'économie bourgeoise, pour reprendre l'expression de Marx, est un monde inversé. C'est-à-dire que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais nous percevons un monde inversé, un monde mystique, et il faut se débarrasser de ce monde mystique.
Pourquoi ? Parce que dans ce monde, les relations entre les hommes n'apparaissent pas pour ce qu'elles sont, elles apparaissent comme des relations entre les choses. Les marchandises, telle marchandise vaut ceci, telle marchandise vaut cela. Et puis, je vais dire, par exemple, que, je sais pas, moi, une bouteille de cognac égale 2 Bibles. Voilà. Bon, alors, le fait que le cognac... Elles sont chères, tes bibis, donc c'est un relier cuir. Parce que ouais, relier cuir. Bon, allez. le cognac, ça vaut beaucoup plus cher, quand même. Oui, mais de belles Bibles de relier cuir, Ah ça oui, vaut oui, souvent. oui. Et alors, la Bible, elle satisfait des besoins spirituels, le cognac des besoins spirituels, n'est-ce pas? Au fond, ce qui importe, c'est que l'un égale l'autre. C'est que je puisse mettre une relation d'équivalence. Donc c'est tout le travail sur la valeur d'usage et la valeur d'échange. Voilà. Et je pense que ça a d'ailleurs une importance considérable sur la suite. Qu'est-ce qu'on imagine comme société? Tant qu'on reste prisonnier du système de la valeur d'échange, on est prisonnier du capital. Et on est sur cette voie qui suit. Hein. Je veux dire, les capitalistes d'aujourd'hui sont ni meilleurs ni pires que ceux d'avant. Bon, ils ressemblent beaucoup à leurs pères, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères. Ils suivent une dynamique, hein, que Marx a bien expliqué. Il dit, un capitaliste, c'est quoi? C'est un fonctionnaire du capital. Lui aussi est aliéné du capitalisme d'un certain point de vue, puisqu'il n'existe que comme représentant, porte-parole du capital. Voilà. Et si on reste dans ce système-là, on est sûr qu'on va vers la catastrophe. À telle enseigne que, pour aller dans ton sens, il fut une époque où le capitalisme était plus industriel, Oui. et le capitaliste tirait un bénéfice de choses qui étaient vendues, mais qui avaient une très forte valeur d'usage. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a une accélération de ce qu'a décrit Karl Marx, Oui. où on se retrouve 99% des échanges ne sont plus des choses ayant une valeur d'usage quelconque, mais ce sont des purs échanges financiers, alors que l'économie réelle représente moins de 1%, en gros, Oui, des échanges. Donc là, on a une concentration absolue du capital Et dans la valeur, la valeur d'échange. Ce dont on a besoin, c'est d'une économie, au sens premier du terme. L'économie, chez Aristote, c'est la gestion du bon père de famille qui s'occupe que tout le monde chez lui a à manger, hein, et un toit, etc. Donc il faut être économe, c'est-à-dire il va falloir économiser nos ressources, c'est ça être économe. Et puis, il faut mettre au centre la valeur d'usage, et non pas la valeur d'échange. On le voit très bien, par exemple. Toute la marche du système vise à ce qu'on consomme toujours plus. D'ailleurs, si on s'arrête de consommer, le système s'effondre. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, qu'ils sont régulièrement obligés, les États interviennent pour déclarer que telle chose soit obsolète, ça ne peut plus aller. Je ne sais pas, par exemple, des voitures au pétrole, ça ne marche plus, pareil. On les casse, on donne des primes pour permettre à la machine de se relancer. On achète souvent des produits électroménagers, ces produits sont vite obsolètes, ça ne veut pas dire qu'ils sont cassés, hein, mais qu'on se débrouille pour qu'on ait besoin de les changer. Alors si on produisait beaucoup moins de produits qui sont plus durables, on serait tout aussi riche, hein. Parce que d'avoir un réfrigérateur qui a moins de 5 ans ou plus de 10 ans pourvu qu'il fasse du froid, c'est quand même l'essentiel. Donc il faut une économie du durable. Et je pense que, alors ça c'est pas du tout Marx qui s'était lancé dans cette affaire, mais il avait laissé quelques pistes là-dessus. Il dit, voilà, dans la société capitaliste, les hommes sont subjugués par la puissance de leurs échanges. C'est l'échange qui domine tout. Et il dit, dans un autre monde, quand les producteurs associés prendront en main l'économie, eh bien, à ce moment-là, les hommes travailleront de telle sorte qu'ils économiseront leurs forces, qu'ils économiseront leur action sur la nature, de façon à se libérer du temps pour des choses plus sérieuses comme la créativité, etc. On trouve ça dans un extrait du Capital qui a été mis en conclusion par Engels. C'était pas la conclusion, c'était une réflexion, mais il y a quelque chose d'assez important là-dedans. Il dit, le but, c'est pas une croissance illimitée des forces productives, c'est qu'on devienne économe et qu'on trouve une manière de vivre qui soit conforme à la dignité humaine. Alors, il est pas du tout d'accord avec l'idée qu'il faudrait, je sais pas moi, vivre frugalement comme des ascètes. Non, il dit que évidemment nous avons des besoins qui ont cru avec notre capacité à les satisfaire. Mais on doit rester les maîtres de ça.
émettre de ses besoins. Voilà, et je crois qu'on est exactement là sur ces questions que Marx a abordées. Et tu parlais de la concentration de ce capital dans lequel la production représente presque rien, et que l'essentiel, c'est dans le livre 3 du Capital, il y a de longues analyses qui sont consacrées à ce que Marx appelle capital fictif. C'est-à-dire qu'il dit, on ne produit plus de la plus-value, on distribue de la plus-value qui n'est pas encore produite. Dès qu'on fait du crédit, d'ailleurs c'est ça un crédit, quelqu'un emprunte de l'argent pour construire une entreprise. Avant que cette entreprise gagne de l'argent, il va se passer du temps. Mais dès le premier jour, on commence à rembourser. C'est-à-dire que la plus-value qui va être produite demain, elle est déjà distribuée aujourd'hui. Alors après, il faut continuer, et puis ça s'appelle une pyramide de Ponzi, ça, qu'on en regarde bien, mais c'est la logique de base du capital. Et ça, c'est dans le livre 3. C'est pour ça que je dis que c'est un livre qui est, à mon avis, insurpassé. Ah, effectivement, il n'a jamais pu terminer. Oui. C'est Friedrich Engels, comme tu l'as dit, son ami, qui Et d'ailleurs, ça n'était que le début d'une immense œuvre qu'il avait prévue, dont on a une sorte de sommaire gigantesque dans les contes de Driss, pour les Gomen, qui est remarquable aussi, je trouve. Oui, tout à fait. C'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent Tolkien, c'est un peu comme le Silmarillion. C'est des bouts de choses qui une sorte d'une œuvre qui n'est jamais sortie, malheureusement. Oui. Alors là où justement les choses sont cruciales dans cette affaire, c'est que dans le plan initial du capital, il était prévu donc le capital. Alors, ce qu'il a écrit et livré, c'est l'analyse des éléments de base du capital, mais il a prévu de montrer comment se reproduisait le capital, et puis de montrer les extensions possibles. Ça, c'est la première chose qu'on trouve dans le livre 3. Puis il avait prévu quand même d'écrire un livre sur l'État, et puis un livre sur les classes sociales. Et alors la chose très curieuse, c'est que, je suis désolé pour les marxistes, mais il n'y a pas de théorie de Marx de l'État. Il y a des idées qui sont lancées ici et là, des propositions des fois justes, des fois moins justes, mais il n'y a pas de théorie réelle de l'État. Et il n'y a pas de théorie des classes sociales non plus. Même Georges Labica, que j'ai bien connu dans une vie antérieure, Georges Labica disait c'est quand même ennuyeux parce que Marx base sa vision de l'histoire sur la lutte des classes, mais il n'y a pas de théorie des classes. C'est très ennuyeux. Ça. Il y a juste un moment dans le Capital, il dit voilà, il y a 3 grandes classes suivant la source de leur revenu. Il dit bon, les propriétaires fonciers vivent de la rente, les capitalistes vivent de la plus-value, puis les ouvriers vivent de la vente de leur force de travail. Puis quand il a fini ça, il dit oui, mais en fait, c'est pas vraiment sérieux, quoi, en gros. Et il sait bien qu'il faut aller plus loin dans l'analyse des classes. Et ça manque. Et ça fait partie aussi des nombreuses choses qu'on a complétées en prétendant présenter une doctrine achevée de Marx qui n'a jamais été achevée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas écrit ce livre sur l'État, parce que ça aurait peut-être évité quelques bêtises à Lénine. Oui. Il me semble que c'est dans l'État et la Révolution, oui. Qui parle de dépérissement de l'État dans le nouveau... dans la société soviétique. Or, l'histoire va nous nous montrer que ça va être totalement l'inverse, c'est-à-dire que l'URSS va devenir un super léviathan, un État absolument au point d'être totalitaire, et que le dépérissement de l'État est organisé par les capitalistes dans la société où on est actuellement. Oui, tout à fait. C'est un clin d'œil, un retournement. Tu t'es trompé, camarade Lénine, et de beaucoup. Alors pourquoi Marx n'a pas fini quand même? Je vais revenir une minute là-dessus. En fait, parce qu'il n'a pas une pensée achevée. On en a fait un penseur à système, mais pas du tout. Et sa devise, c'était doute de tout. Bon. Et à chaque fois qu'il rencontrait un problème, il passait son temps et reprenait ses études. C'est pour ça qu'il ne publie pas les livres 2 et 3 du Capital. Parce qu'il faut passer son temps à réétudier. Il tombe sur des problèmes quand il étudie la baisse tendancielle du taux de profit. Il essaie de formuler ça mathématiquement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se remet aux mathématiques. Bon, donc il accumule des brouillons mathématiques. Et pendant ce temps-là, on attend toujours la sortie du livre 3. Et puis il y a Vera Zasulich qui lui écrit Populiste russe, pas du tout marxiste, Vera Zasulich au départ. Elle lui écrit, elle dit mais chez nous, après tout, est-ce que la communauté paysanne ne serait pas l'embryon du socialisme? Bon, Marx est un peu étonné, puis il réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il apprend le russe. C'est normal. S'il veut discuter avec les Russes, il apprend le russe.
Et puis il commence à écrire, puis il dit voilà, il dit ce que j'ai écrit, moi, ça vaut en gros pour l'Europe occidentale, mais peut-être qu'ailleurs, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est quelqu'un qui ne finit jamais. Alors terrible pour ses éditeurs, parce qu'il a Oui, il signé avait du des mal à rendre contrats, les copies. mais il ne rendait pas la copie. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours quelque chose dont il n'était pas sûr. Et ce qui est terrible, c'est de voir comment le marxisme est devenu la doctrine des gens qui sont sûrs de tout. Ils savent intégralement tout, et donc d'ailleurs tous ceux qui n'ont pas compris cette certitude absolue, ben ceux-là sont des ennemis de classe éventuellement, dont on se débarrasse comme on peut. C'est ce que tu critiques très justement dans ce livre, d'ailleurs. Et ça m'a fait penser à une pièce de théâtre que tu connais peut-être, écrite par Howard Zinn sur Oui. Karl Marx. Karl Marx, le retour. Karl Marx, qui est génial. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire aussi cette pièce de théâtre. Et c'est très drôle. Tu sais qu'on l'a fait jouer dans notre petit village de Bourgogne. C'est un village, il y a 180 habitants, les beaux jours. Il y avait 50 personnes dans la salle. Ah bah. Et ce qui est génial, enfin, il y a plein de choses géniales dans cette pièce, mais il y a un moment qui est génial. Il y a un gars qui suit tout le temps Marx comme un petit chien, et qui trouve que Marx est génial. En fait, il incarne les marxistes futurs. Oui. Et puis il grébouille des trucs tout le temps, et puis Marx regarde, il dit c'est quoi qu'est-ce que tu grébouilles? Et j'ai jamais dit ça. Et l'autre reprend ses feuilles, et il part en courant. Et c'est une sorte de métaphore des marxistes qui partent avec des bouts de pensée mal agencés. Il arrive et dit je suis revenu pour laver mon nom. Ah. C'est ça, je suis revenu pour laver mon nom. J'essaie de laver. Donc c'est un peu ça. C'est un peu cette logique-là. Oui. Beaucoup plus précise évidemment que la pièce. Donc tu laves effectivement son nom. Qu'est-ce qu'on peut puisque l'analyse du capitalisme, bon, on pourrait en passer, d'abord écrire des livres comme tu fais, c'est très très bien résumé, j'invite encore une fois à le lire. D'ailleurs, on le voit dans la concentration du capital, c'est-à-dire la réduction d'année en année du nombre de ceux qui détiennent une véritable capital. D'ailleurs, si on suit les campagnes de Mélenchon, c'est drôle, dans ses meetings, en 2012, c'était 65 personnes, en 2017, c'était 40, puis en 2022, ils sont plus de 30. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a les richissimes. Oui. Ils sont pas très nombreux, ils tiennent qu'une partie pas très importante de la richesse globale. Ce qui compte, c'est que toute une série d'institutions centralisent le capital. Alors, ça va bien expliqué. Concentration et centralisation. Et le phénomène de la centralisation du capital qui fait que, BlackRock, par exemple, et 2-3 autres, enfin, BlackRock est l'actionnaire majoritaire du deuxième, ou l'inverse, je ne sais plus comment. Donc, c'est des entreprises qui sont toutes la même. Centralisent les économies de tout le monde, les retraites, etc., etc., et la font fonctionner comme capital. Et ça, Marx l'explique déjà en détail. Alors, il en tire une conclusion, il dit ça prouve quoi? Il dit ça prouve que le capitalisme est en train de dépasser le capitalisme. Parce que l'obstacle, c'est la possession individuelle du capital. Donc il dit, qu'est-ce que font les capitalistes? Ils exproprient le capital. Et c'est vrai. Tous les ans, il y a un tas de capitalistes expropriés par la logique même du mode de production. On l'a vu récemment encore dans l'automobile, etc. Il y a un tas de gens qui disparaissent, qui sont broyés dans le maelstrom de l'économie capitaliste. Voilà. Bon, et malheureusement, c'est comme ça, c'est l'histoire. Marx a été utilisé. Il a été au cœur d'une doctrine appelée marxiste, le marxisme, qui a été la fondation des pays dits communistes, à commencer par l'URSS. Et là, tu es très critique, y compris en faisant un retour sur cet engagement militant, où il y a eu des erreurs. Je ne parle pas spécifiquement de toi, je parle de tous ceux qui ont pu le faire. Qu'est-ce qui est tragique dans ce marxisme un peu bête, pourrait-on dire, et comment es-tu sûr qu'il est totalement mort, le marxisme orthodoxe? Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement mort, mais il est mal en point quand même. Alors, en Corée du Nord, est en forme. Encore en forme en Corée du Nord, mais enfin bon. C'est aussi une ruse de l'histoire, c'est-à-dire que le capitalisme dans ces pays-là se développe sous la forme d'un capitalisme d'État, mais c'est le même, hein. C'est le même. Il n'y a pas de pays plus capitaliste achevé que la Chine aujourd'hui.
mais avec des autres formes. Si on a comme seule vision le capital libre-échangiste manchestérien comme la seule forme de développement du capital, c'est sûr qu'on ne comprend pas. Mais c'est l'ami Jérôme Maucourant qui a bien montré comment il y a diverses formes de capital, diverses manières de s'organiser, et qu'il faut prendre en compte. Les États comme la Russie, par exemple, avec de puissantes ressources minières, pétrolières, etc. Une imbrication de l'État et des sommets de l'économie, c'est pas la même chose que les États-Unis. Mais c'est un autre capitalisme. La Chine, c'est encore un autre capitalisme, qui est d'ailleurs tout aussi mondialisateur que les autres, parce que la Chine a pas du tout envie de ne plus nous vendre ce qu'elle fabrique. Et puis elle investit massivement ailleurs, la Chine. D'où les routes de la soie. Oui, bien sûr. Puis on regarde l'automobile. On regarde par exemple Volvo, c'est chinois. Bizarre, MG en Angleterre, c'est chinois. Jaguar est devenu indien. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui s'est faite, mais c'est un nouveau développement du capitalisme, auquel on a été souvent un peu aveugle, parce qu'au fond, on regardait ce qui se passait chez nous, à notre porte. Voilà. Alors, je reviens à l'histoire de l'URSS et à la tragédie qui a été l'URSS. Je pense que c'est une catastrophe, l'Union soviétique. C'est la grande catastrophe du XXe siècle. Le nazisme n'était pas possible sans ça. Et ça, c'est... Bon, on a un peu de mal à admettre ça, mais dès les années 20, ça s'est joué. Et c'est catastrophique. On ne va pas s'amuser à compter les morts. Je ne vais pas faire du Stéphane Courtois ici. Mais c'est catastrophique parce que ça a été le plus grand assassinat de l'espérance que portait le mouvement ouvrier. Voilà. Les ouvriers... Alors, ils avaient déjà dégusté en France une première fois, c'est la Commune de Paris. Le mouvement ouvrier était tout juste naissant, mais à la Commune de Paris, c'était beaucoup d'ouvriers qui étaient engagés dans cette commune. Pas des intellectuels, mais vraiment des ouvriers. Et puis, ils ont été ensuite, c'était un génocide de la classe ouvrière parisienne, la répression de la Commune de Paris. On oublie des fois un peu tout ça, mais bon. Et puis la deuxième grande catastrophe, ça a été l'Union soviétique. Ça commence quand même très mal, parce que les bolcheviks prennent le pouvoir. Bon, ils prennent le pouvoir dans des conditions, comme ils contrôlent le soviet, ils font ratifier par le soviet leur prise du pouvoir. Bon. Et puis, après, ils se retrouvent face à la réalité, puisqu'ils convoquent l'Assemblée constituante. Les autres ne voulaient pas l'Assemblée constituante. Alors les bolcheviks convoquent quand même l'Assemblée constituante, mais manque de chance, l'Assemblée constituante, ils n'ont pas la majorité. C'est les vieux partis socialistes révolutionnaires, les mencheviks, qui ont la majorité. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les chassent manu militari. C'est-à-dire avec le soutien des anarchistes. Comme les anarchistes étaient anti-parlementaires, ils ont trouvé que c'était plutôt pas mal de chasser un parlement. Bon, et après, on se retrouve dans une situation où une minorité, petite minorité, garde le pouvoir avec tous les moyens. Ça a été atroce, cette guerre. Bon, alors ça ne disculpe pas ceux d'en face, qui ont aussi monté cette guerre. Les Alliés qui étaient à peine tirés de la guerre contre l'Allemagne envoient leurs troupes en Russie, etc. Ça a été une tragédie. Mais au fond, on se dit, il aurait mieux valu qu'ils perdent. S'ils avaient perdu, au moins, l'honneur était sauf. Lénine a dit, il y aura Thermidor, mais c'est nous les Thermidoriens. Voilà. Et c'est cette situation. Et ensuite, on a quelque chose qui s'est mis en place. Ils ont effectivement fait le dépérissement de l'État. Parce que l'État, au lieu d'être une organisation séparée, a infiltré ses racines dans toute la société. Quand on a des appartements collectifs, on était sûr qu'il y avait un agent du parti dedans. Voilà, donc l'État est partout. Donc il est nulle part. C'est le dépérissement de l'État, version bolchevique. Et ça aboutit à des choses... Bon, puis le système, indépendamment des choses les plus connues, le système stalinien était une horreur de bout en bout. De bout en bout. Alors là, je vais avoir pas une critique, mais une discussion avec toi. Sur qui est lié. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur je sais plutôt chez les marxistes, mais peut-être déjà quelque part chez Marx en germe, en particulier dans le discours primaire de Louis-Napoléon Bonaparte, où il fait cette analyse sociologique de la France, et où là, les paysans, les agriculteurs,
voit bien qu'il y a une sorte de mépris. C'est Oui. les sacs de patates, c'est les gens qui Oui. ils sont incapables de s'organiser, ils sont réactionnaires, ils aiment leur petite terre. En fait, ce sont voilà, c'est des sortes de féodaux, mais des rikiki. Ils parlent même du crétinisme, je crois que je ne sais plus dans quel texte, le crétinisme paysan. Sauf que, et donc la classe moteur mais alors- de l'histoire, c'est les prolétaires, c'est les ouvriers, c'est la classe ouvrière organisée, d'où la Première Internationale, tout ça. Bon. Mais au constat, là où il y a eu des révolutions communistes, c'est un pays totalement agricole qu'était la Russie, c'est le Vietnam, c'est la Yougoslavie, c'est Cuba, en fait, où les classes ouvrières sont très faibles Oui. et où Ouais. l'agent révolutionnaire social, c'est le paysan en armes. Alors, Le soldat paysan. D'ailleurs, 1789, 92, 93, c'est mais les soldats Marx n'est pas paysans totalement en armes. aveugle à ça, parce que je crois que c'est à la fin du 18 Brumaire, il dit qu'il faudra préparer l'alliance des ouvriers et des paysans, parce qu'il dit si les ouvriers partent tout seuls à l'assaut, le solo de la classe ouvrière sera un chant funèbre. C'est la Commune de Paris. C'est le solo de la classe ouvrière qui... Commune de Paris et les Tupamaros, Oui, oui, oui. une sorte de soulèvement urbain et puis qui était vite massacré. Ben oui, oui. Et effectivement, mais c'est pour ça que c'est intéressant l'histoire avec Vera Zasulich. Parce que lui, il est parti sur cette idée, et puis il s'aperçoit que les choses sont peut-être beaucoup plus complexes qu'elles n'en avaient l'air. Voilà. Et alors, il y a une chose qui me semble intéressante quand même à noter, c'est que dans le Capital, il y a des textes politiques où Marx parle de la classe ouvrière, tout ça. Mais dans le Capital, il parle des producteurs. Et qu'est-ce que c'est que le communisme pour lui? C'est l'association des producteurs. Et dans les Contes des Sceaux, il y a un passage célèbre où il dit en gros les producteurs associés. Comme le capitalisme devient de plus en plus parasitaire, que les capitalistes sont simplement des tondeurs de coupons qui ramassent la plus-value à la fin, mais que l'essentiel des fonctions d'organisation est accompli par des managers, des fonctionnaires du capital. Marx il dit, ben voilà, il dit c'est très simple, l'association des producteurs, depuis le gars qui est au bas de l'échelle et qui balaye l'atelier le soir, jusqu'au directeur, c'est ça la nouvelle organisation. Donc lui n'a pas du tout une vision restrictive de la classe ouvrière. D'ailleurs, la classe ouvrière comme telle, c'est pas un concept qu'on trouve dans le Capital. On ne trouve pas. Hein. On peut chercher, avec Google, c'est très pratique maintenant. Non, on ne trouve pas. Il y a des travailleurs, ouais, des ouvriers, des hommes, puis il y a les producteurs. Il n'y a pas de classe ouvrière. Alors, ça amène à la discussion avec ce dont tu as parlé, donc l'horreur totalitaire, qui a été en particulier le stalinisme, le goulag. Ouais. Le goulag, alors, culture générale pour les gens, le goulag, c'est pas un camp, c'est le système. Il y a des camps, et le goulag, en fait, c'est un département de l'État soviétique qui gère les camps de prisonniers et pour certains de concentration. Mais encore une fois, donc ce sont des paysans qui font. Ouais. D'ailleurs, c'est Marc Ferraud, l'historien, qui aura très bien analysé ça en disant que les bolcheviks ont fait une manipulation historique. Oui. En faisant tout un tas de soulèvements paysans en fait qui ont eu lieu, qui contrôlaient pas très très bien en fait pendant plus d'1 an et demi partout sur le territoire, sur une grande partie du territoire russe. Mais est-ce que finalement, alors la question, je vais essayer d'exprimer le plus simplement possible, le capitalisme a été une violence pour toute une série de populations. On voit, si on lit par exemple un livre formidable de Jack London, Le peuple de l'abîme, où il parle de la classe ouvrière britannique dans l'East End à Londres. Bon, c'est des descriptions, c'est pire que Calcutta aujourd'hui, c'est atroce, de misère, de maladie, d'entassement, de miasme. Et ça a disparu. Mais ça n'a pas réellement disparu. C'est-à-dire que ça a été déplacé dans l'immense empire britannique, dans tout un tas de mines, ou par des formes d'esclavage, ou par du salariat d'exploitation, comme c'est encore le cas. Les mines en Afrique sont des choses atroces. Or, là, l'URSS n'a pas ça. Est-ce que le goulag n'est pas l'application à sa propre population de ce que le capitalisme décentralise, en fait, à d'autres? Et donc, ça peut lui donner l'impression que, regardez, il y a une évolution, tout est bien chez nous, tout est beau, le prolétaire
Germinal est devenu l'enfant de Germinal et étudié à l'école, il est devenu petit cadre, petit bourgeois. Vous voyez, ça progresse. Mais alors qu'en fait, ce n'est qu'une extension du capital avec tout un tas de morts et d'exploités partout sur Terre, qui ne l'était pas au début du 19e. Oui. Mais alors, on peut continuer le parallèle, parce que si on regarde bien, les Anglais se sont débarrassés de leur classe paysanne, avec une violence qu'on a un peu oubliée, mais alors ils brûlaient les villages, ils n'ont pas du tout été faits dans la dentelle. Hein. C'est le mouvement des enclosures. Et que fait la collectivisation soviétique au début des années 30 ? C'est la même chose. Ils résolvent la question paysanne à leur manière. Il y a eu des millions de paysans qui ont disparu dans cette affaire, qui sont morts tout simplement, souvent morts de faim. Voilà. Et bon, ensuite, là, ils ont instauré leur système, mais il se trouve qu'il est finalement pas très efficace quand même, ce système, parce que le goulag, ça n'a pas été un monument de productivité. Donc ils ont été obligés de relâcher. L'Union soviétique est morte de ses propres contradictions, hein, c'est parce que le système ne fonctionnait plus. Il ne fonctionnait plus aussi parce que la logique totalitaire faisait qu'ils se dévoraient eux-mêmes. Hein. On sait que... D'abord, on ne sait pas si Staline est mort de mort naturelle. Il y a des thèses qui laissent entendre quand même qu'on l'aurait peut-être un peu... aidé. Oui, parce qu'en réalité, il se préparait de nouvelles purges. Et les membres du bureau politique ne voulaient plus de ce système. Quand Khrouchtchev raconte comment ça se passait, il dit, voilà, il aurait initié le comité central, Staline fait son discours, tout le monde applaudit. Je lui dis, le problème, c'est de savoir lequel est le premier qui va cesser d'applaudir. Parce que celui-là va être dénoncé comme traître. Et Khrouchtchev raconte ça. Et donc, ils vivaient dans la terreur. C'est pour ça qu'ils se sont débarrassés de Staline. Et puis après, ils sont convaincus, parce qu'ils ne sont pas totalement idiots, ces bureaucrates staliniens, ils sont convaincus que ça ne durera pas. Il y a une chose qu'on sait assez peu, c'est que le premier qui propose de redonner toute l'Allemagne à l'Ouest, moyennant l'application du plan Marshall à l'Union soviétique, c'est Beria. Beria est pour la restauration du capitalisme, comme beaucoup d'autres bureaucrates. Bon, alors... Beria, jeune, était pour l'indépendance de la Géorgie. Oui, mais voilà. Et puis... il a choisi le truc qui lui apportait plus de pouvoir. Oui, mais là, parmi les sordides personnages, lui, il est dans le top 10 mondial, je mais pense. Il était pour le rétablissement du capitalisme. Et une bonne partie de la bureaucratie soviétique était gagnée à cette île. Simplement, ils pensaient que s'ils allaient trop vite, tout allait leur péter entre les mains et que allait disparaître. Mais il y a une espèce de mécanique. Alors que les Chinois ont bien observé ce qui se passait en 91, eux, ils ont pris le temps. Puis le système était différent aussi, je crois. Une fois Mao liquidé, ils ont procédé autrement. Tu vois là-dessus sur l'URSS, c'est une industrialisation extrêmement rapide. Oui. Une arrivée quasiment équivalente aux pays occidentaux, ce qu'elle n'était pas en 1914. Et du côté des plus opprimés, Gémon, le père de ma belle-mère, le grand-père de mon épouse, était un jeune cadet dans les Dénikine, dans les troupes des Blancs. Et donc, bon, il s'est retrouvé dans un camp du Goulag par la suite. Pas immédiatement, mais il a fait d'abord ingénieur, mais bon, il a fini dans un camp du Goulag. D'ailleurs, la mère de mon épouse est née dans un camp du Goulag. Et il a travaillé sur le Bellamor Canal, qui était une horreur, un canal. Mais il disait que sous le régime du salariat, ça n'aurait jamais pu être construit. C'est un truc qui exigeait pharaonique, exigeant le sacrifice de milliers d'hommes, dans des travaux de conditions abominables. Il disait, il a pensé plusieurs fois qu'il allait perdre ses jambes dans la gel, en fait, travail à la... Alors, plus aujourd'hui, parce qu'on a des machines-outils et que les Russes continuent à travailler dans des endroits pas possibles, mais il n'y avait pas les machines-outils à l'époque. Et donc, pour accélérer, ils ont sacrifié une partie de leur population pour aboutir à cette industrialisation. Mais tant que le mot pharaonique, c'est intéressant. C'est pharaonique. Oui, mais une des comparaisons qu'on peut faire, c'est que l'Union soviétique, c'est un mix de capitalisme et de despotisme asiatique.
Et c'est vrai, ça marche. Le rôle de l'État, de la bureaucratie, y compris même les procédures de sélection de la bureaucratie, ça fait penser à ce que Marx appelait le despotisme asiatique. Et c'est en ça qu'à certains égards, c'est une marche arrière par rapport au capitalisme. Le retour au despotisme asiatique. Effectivement, ils n'ont jamais été avares de sacrifier les gens, même pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre héroïque, c'est le peuple russe qui s'est sacrifié, mais qui a été sacrifié aussi. C'est-à-dire que les gars n'avaient pas le choix. Hein. Il fallait monter à l'assaut et se faire descendre le cas échéant. D'ailleurs, ceux qui ne s'étaient pas fait descendre l'ont payé de leur vie après. Comment t'es rescapé? Comment t'avais-vous être rescapé? Ah, tu sors, t'as été prisonnier des Allemands? Bon, bah maintenant tu es prisonnier chez nous. Hein. Ça s'est quand même passé comme ça. Ça a été... voilà. Et je pense c'est tellement passé comme ça que Staline refusait d'échanger son propre fils. Oui. Et il s'est fait capturer, Oui. qui reste prisonnier. Puis la plupart des généraux, quand ceux qui ont organisé la défense de Leningrad, ils ont tous fini mal. Alors ça a été quelque chose, la défense de Leningrad. Hein. Ah oui. Peut-être que tous les marxistes n'ont pas été horribles, parce que bon, l'URSS c'est quand même un sommet où la Chine, bon, quand même un tas de morts. Il y a d'autres pays, un que je connais un petit peu, c'est la Yougoslavie titiste, où finalement, pas tellement tant de morts que ça. Une fois la Deuxième Guerre mondiale passée, il n'y a pas de système concentrationnaire de camps, en fait. Cuba non plus. Et ils ont... est-ce que tu as une petite... Est-ce que tu pardonnes à ceux qui n'ont pas fait un tas de morts pour se développer? Ah oui, comme je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que la Yougoslavie titiste était différente. Mais elle s'est construite aussi contre Staline, la Yougoslavie titiste. Oui, tout à fait. C'est les premiers. C'est pour ça que, d'un seul coup, on a décidé que Tito était un traître. Bon, il y a un livre extraordinaire sur Tito parlait, où il décide de dire merde à Staline. Et ils passent 2 semaines quasiment sans dormir à se dire qu'ils vont se prendre la déferlante. Alors, le titisme a joué un rôle. Là, les trotskistes étaient tous à l'afflux. D'ailleurs, ils sont partis de la Yougoslavie en 1948. Il y avait des brigades de jeunes trotskistes. Ça ne faisait pas des grandes brigades quand même, mais qui étaient partis pour aider la Yougoslavie parce que c'était une sorte d'espoir d'un socialisme non stalinien. Et c'est vrai que c'est assez différent de ce point de vue-là. Et puis les marxistes, ils sont tous différents. Enfin, je veux dire, il y a le marxisme soviétique qui a été l'idéologie de l'État. Puis après, il y a tant de gens qui se sont réclamés de Marx ou du marxisme, et qui étaient des gens très honorables, hein, ou qui sont encore des gens très honorables. Je crois qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Je sais pas, moi, je continue de lire un certain nombre de philosophes qui se disent plus ou moins marxistes. Je pense à l'école de Francfort, ou quelqu'un comme Lukács, par exemple, qui sont des gens qui nous aident à penser sérieusement. Et je crois qu'il faut faire la différence entre le marxisme comme idéologie d'État et puis ce grand magma, qu'on pourrait dire des gens qui ont été à l'école de Marx. Ça, c'est l'expression qu'emploie mon ami Diego Fusaro, philosophe italien, dit moi je suis pas marxiste, je suis à l'école de Marx. Moi je suis un peu comme lui. Puis Marx était comme ça aussi, puisque Marx disait moi je suis pas marxiste, en parlant de ses disciples de l'époque. À propos desquels il disait aussi j'ai semé des dragons et j'ai récolté des puces. Voilà. Alors tu dis aussi que cette mort du marxisme orthodoxe étonnamment entraîné l'effondrement de la gauche en général. Oui. Est-ce que toi tu vois une corrélation forte? Oui, parce que ça a servi d'idéologie, de ciment. Même le PS se disait plus ou moins marxiste jusqu'à, en gros, le congrès de 1991, je crois, où ils ont définitivement dit que le capitalisme borne notre horizon historique. Voilà. Mais avant ça, ils se disaient un parti de la lutte de classe, ils se réclamaient plus ou moins de Marx. Alors, le SPD allemand avait arrêté en 1959, hein, mais ça a servi de ciment quand même, parce que ça donnait une idéologie. Alors une idéologie qui avait tout d'intérêt. Elle permettait de dire aux classes opprimées, on s'occupe de vous, c'est nous vos porte-parole. Et en même temps, c'est une idéologie qui donnait le pouvoir à ceux qui savent. C'est-à-dire, c'est l'avant-garde qui parle. Moi, dans les choses qui ont fini par me surprendre, quand Lénine
constitue le bolchevisme. Donc bien avant que la Révolution, hein. C'est en 1903 que ça commence, dans la bataille autour du livre Que faire. Qu'est-ce que dit Lénine? Il dit les ouvriers sont spontanément trade unionistes. Donc c'est pas très flatteur hein, pour eux. Ils sont incapables d'aller plus loin que le socialisme qui demande simplement un peu plus à manger. Bon. Et ils disent qu'il faut, c'est apporter la conscience de classe de l'extérieur. Il dit quels sont les porteurs de la conscience de classe? C'est les intellectuels petits bourgeois. Et ça, c'est ça qui a fait le marxisme. En Allemagne, tu citais le cas de Roberto Michels tout à l'heure, en Allemagne, ça s'est passé comme ça. Très vite, les ouvriers ont cédé la place aux intellectuels. Ce sont les professeurs, les avocats, les journalistes qui vont diriger le parti. Et c'est très tôt, ça. Et les ouvriers, eux, n'ont pas de place là-dedans. Et c'est pour ça que le marxisme, comme étant l'apanage, et la doctrine qui est l'apanage de ceux qui savent, donc, eh bien, ça devient la bonne doctrine. Alors que les anarchistes, par exemple, quand on est anarchiste, on ne peut rien faire. On est anarchiste, on ne peut pas construire un parti, on ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas avoir des beaux bureaux, avoir des secrétaires, avoir des gens qui vous obéissent. Il y a dans le marxisme tel qu'il c'est constitué au sein de la gauche, il y a vraiment cette idée que des classes moyennes intellectuelles qui ont décidé d'être à la fois les porte-paroles des pauvres, mais aussi leurs chefs. C'est eux qui tiennent le fouet maintenant. Alors, ça va me permettre de faire une transition, boum, de basculer immédiatement à notre époque et à certaines préoccupations que nous avons, parce que ce que tu décris est ce que ne comprennent pas beaucoup de journalistes quand ils analysent ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Ils ne se rendent pas compte qu'il est profondément marxiste en ce sens-là, oui. Et que ce qui compte pour lui, c'est la petite bourgeoisie intellectualisée. Oui. D'où l'importance de Sciences Po rue Saint-Guillaume, oui. Qui annonce, enfin maintenant les étudiants de Sciences Po disent voter à 50-60% pour la France insoumise. C'est le cœur des cadres maintenant de la France insoumise. Oui. D'ailleurs, c'est les chefs de file. C'est pas étonnant que Mathilde Panot soit un peu le même profil que Manon Aubry, qui est chef de file à l'Union européenne, Sciences Po, un peu d'associatif et beaucoup d'activités partisanes. Sauf que cette petite bourgeoisie-là, aujourd'hui, n'est plus marxiste. Non. Elle a un autre dogme, si je choisis d'autres dieux, qui est allé chercher, pareil, de l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais pas si on peut appeler la gauche, mais enfin bon, c'est comme ça, la gauche anglo-saxonne, qui fait des minorités, des LGBT, des décoloniaux, de la question raciale, le cœur, l'alpha et l'oméga de toute action politique, et qui veut enrégimenter les luttes sociales selon sa propre vision de la société. Je crois que c'est quelque chose qui me semble te parle aussi. Oui, parce que alors, y a un livre que j'ai lu trop tard, je le confesse, c'est L'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un gros livre, c'est pas une somme théorique, mais L'ère du peuple prend congé de la classe ouvrière. Il dit c'est pas ça le nouveau sujet. Le nouveau sujet, c'est ce qu'il appelle le peuple urbanisé. Alors c'est bizarre, un peuple urbanisé. Bon, merci pour les pecnos, dont je fais partie. Moi, je vis à la campagne. Ah oui, il déteste Guy Lui. Il a toujours détesté Guy Lui. Ouais. Il déteste Guy Lui, mais bien sûr, parce que c'est un monde qu'il déteste. Les gens qui travaillent de leurs mains, surtout. Voilà, tout cela. Ce qui intéressait Mélenchon, c'est ce fameux peuple urbanisé, alors qu'il développe ces nouvelles idéologies, que cité. Je me souviens toujours de cette vidéo où on le voit absolument éberlué devant ces prodiges du casque virtuel. C'était avant l'élection de 2017. Il se promène avec et il est complètement émerveillé. C'est-à-dire qu'il est émerveillé par la technologie, il est très New Age de ce point de vue-là. Et puis, ce qui l'intéresse, justement, c'est cette nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle. Alors, il a des prédécesseurs là-dedans. Quand on est un vieil homme comme moi, on se souvient de tout ça. Dans les années 70, la Ligue communiste avait théorisé tout ça. C'était Daniel Ben Saïd qui avait écrit un texte célèbre, intellectuel aussi. Dans lequel il disait que dans les pays avancés, la classe ouvrière était inaccessible, en gros, aux idées révolutionnaires, et qu'il allait falloir contourner de la périphérie vers le centre, en mobilisant les nouvelles avant-gardes larges à caractère de masse ayant rompu durablement dans la tactique des luttes. Je connais encore mes formules de l'époque.
C'est-à-dire la petite bourgeoisie intellectuelle. C'était ça, il le désignait. Il disait c'était ça qui va constituer la force de frappe de la Ligue communiste, enfin, du futur parti révolutionnaire. Et Mélenchon reprend exactement ça, cette théorie-là qu'il a reprise dans l'ère du peuple. Voilà. Simplement, lui, il y a plus la Ligue communiste pensait encore que ça allait servir à mettre en mouvement la classe ouvrière. Alors, ils avaient quand même encore cette idée-là. Alors que Mélenchon n'existe plus, cette idée-là. La classe ouvrière n'a plus aucun rôle pour lui. C'est-à-dire les gens ordinaires, les gens qui travaillent, ceux qu'on a vus sur les ronds-points. Ils ont quand même une sorte de classe prolétarienne qui vit dans les cités. Oui. Qui est la cible de la révolution à venir. Voilà. Oui. Là aussi, c'est un vieux truc gauchiste. Mao avait théorisé l'encerclement des villes par les campagnes, et donc les pays sous-développés qui allaient encercler les pays développés. C'était la stratégie de Mao. Et au fond, chez Mélenchon, il y a quelque chose de même genre. L'encerclement par les banlieues et par effectivement les immigrés qui sont son cœur de cible. Enfin, les immigrés. Les immigrés qui savent qu'ils peuvent utiliser Mélenchon. Je dirais pas tous, hein, loin de là. Et fort heureusement. La plupart s'intègrent, justement. La plupart s'intègrent, en fait, malgré la situation catastrophique économique. Et ils n'ont surtout pas envie d'entendre parler des délires. De toute façon, quand on regarde même qui les essentialisent et les cantonnent dans un rôle. Si on regarde les taux de réussite scolaire, c'est tout à fait intéressant. Les enfants d'immigrés, à niveau social équivalent, réussissent plutôt mieux que les enfants de familles françaises. Tant qu'on ne s'aborde pas à l'école républicaine, comme tu le disais, parce que c'est comme toi. Mais quand on vient d'un milieu où les parents ne sont pas des grands intellectuels, à part l'école, il n'y a rien. Oui, et effectivement, alors, ce qui intéresse Mélenchon comme immigré, c'est ceux qui pensent faire rentrer dans son intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire ses amis frères musulmans. Enfin, je veux dire, il y a des moments, je l'écoute, je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont intersectionnels comme moi, je suis martien. Ouais. Ils sont très peu intersectionnels comme Jean. Ouais, mais on se dit, c'est pas possible, il s'est converti, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, je veux dire, c'est complètement fou ce qui s'est passé, en plus. Enfin, on a bien connu la campagne de 2017, dont tu étais partie prenante, et puis on se retrouve dans une situation... Et alors, pourquoi cet homme-là a abandonné... Alors, il ne comprenait pas avant ces choses-là. Puis moi, j'ai rejoint la campagne de 2017 parce que j'ai vu qu'il terminait ses meetings par la Marseillaise et qu'il y avait des drapeaux tricolores. Je me suis dit, tiens, il a compris quelque chose. Donc moi, je suis rentré là-dedans en me disant, il a compris quelque chose, mais en fait, non, il n'avait pas compris. C'était, je ne sais pas, quelqu'un qui lui avait soufflé ça, mais il n'y était pas vraiment. Voilà. Et pourtant, c'est la bonne solution. Parce qu'il n'y a pas de... Mais j'avoue une part de culpabilité dans ce changement à l'époque. Oui, c'était une bonne idée, ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ça, à l'époque. Pourtant, enfin, pourtant, c'est pas pourtant, mais tu rappelles dans le livre que la lutte des classes n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un affrontement de classes. Oui. Comment tu le vois, toi, à l'avenir? D'ailleurs, soyez en passant, ce sont des choses qu'on aborde très très peu. C'est-à-dire que moi, personnellement, à une époque, j'étais une prétention à être sociologue, et j'ai participé aux 10e journées de sociologie du travail. Gros truc, tout un tas d'articles publiés dans des énormes bouquins du CNRS. Très bien. Et bon, un Ponte en a fait la recension, et il disait, dans tous les articles, je sais pas, une centaine, il y a deux entrées avec le mot lutte des classes, et il y a une entrée avec Karl Marx. J'étais tout fier, j'étais enseignement sans amphithéâtre, j'ai lu 2. J'ai compris que donc c'était plus trop l'endroit où je pourrais m'exprimer. Donc la lutte des classes, elle est toujours là. Ben oui, elle est là. Elle s'exprime en plus. Alors, dans des luttes, là où ils peuvent, les gens continuent de protester, de tempêter, d'exiger que les revendications soient satisfaites. On l'a vu aussi, par exemple, dans la question des retraites. Hein. Il n'y a jamais eu autant de gens mobilisés et d'accord avec l'objectif. 92%. Ouais, c'est du jamais vu. Oui. En 68, les grévistes étaient minoritaires, hein. Faut jamais oublier ça. Donc, la réforme des retraites, on avait eu auparavant les Gilets jaunes. Alors, c'est pas un mouvement de classe pur. Alors, il y avait des ouvriers, des travailleurs indépendants, il y avait des gens demi-ubérisés, des retraités. Mais c'est ça la classe ouvrière.
C'est ça le peuple populaire, si j'ose dire. Alors, ça ressemble pas à la classe ouvrière qui marche en rang serré derrière ses chefs vénérés et qui a reconnu la juste voie. Non, ça ressemble plus à ça, mais cette classe ouvrière, alors elle existe et puis elle se manifeste. Alors, souvent sous des formes qui paraissent étranges. Hein. Le principal parti ouvrier aujourd'hui, que ça nous plaise ou pas, c'est le Rassemblement national. Les ouvriers, ceux qui votent pour le Rassemblement national sont majoritairement des ouvriers, et les ouvriers, pour ceux qui votent, hein, après il faudra regarder, il y en a beaucoup qui ont déserté le terrain du vote parce qu'ils n'y croient plus, et les ouvriers votent Front National, souvent. Voilà. Bon, pourquoi ? Mais ils ne sont pas organisés, structurés comme ça. Non. Le Front National s'en occupe pas. Enfin, le Rassemblement National ne s'en occupe pas. Non, non, structurer la classe je suis pas sûr d'ailleurs que le Rassemblement. Enfin, je connais pas très bien ce parti, mais je suis pas sûr que ce soit un parti structuré. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune envie d'avoir des assemblées avec des gens qui vont venir dire ouais, mais vous avez dit ça, mais ça va pas. Vous avez abandonné la sortie de l'Union européenne. Comment ça se fait ? Non, ils ne veulent pas de ça. C'est aussi un mouvement gazeux, hein, le Rassemblement national. Il me semble, moi. Me tromper, mais j'ai l'impression. Mais dans l'attitude, c'est on vote RN parce que comme tout le monde dit tout sauf le RN, eh ben nous on va voter RN pour dire non. C'est tout. Et il y a là-dedans une sorte de réflexe de classe. Alors je dis pas qu'il faut voter RN, attention. Mais voilà. Et puis il y a des tas d'autres manifestations. Je sais pas quand on voit des gens qui partent en grève à la SNCF sans les syndicats. Hein ? Pof, ils partent. Pourquoi ? Ils ont leurs revendications, et puis ils rentrent pas dans les jeux, les magouilles, les trucs. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, d'ailleurs, qu'à la SNCF, ça se passe comme ça. Et puis, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, c'est ça qui est amusant avec les néo-capitalistes, c'est que ils ne se rendent pas compte que la case des syndicats crée un chaos où ils ne peuvent rien contrôler. Ah oui, tout à fait. Ce matin, j'étais sur Sud Radio, je leur rappelais que jusqu'en 1914, il y avait une section sabotage à la CGT. Et que, non, mais s'il n'y a plus de moyens de s'exprimer, s'ils descendent dans la rue, s'il y a à 92% à écrire des tonnes d'articles de communiqués, de pétitions pour dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, n'aboutit à rien, un jour ça tournera à autre chose, et ça tournera du pas bien. C'est-à-dire que soit du sabotage, soit déjà ce qui est le cas en cours, tu l'écris, c'est qu'ils sortent en grève sans aucun contrôle des centrales syndicales. Et bonjour pour le rattraper après. Ah oui. Et alors, pour l'instant, tout ça, c'est des poussées qui sont apparemment sans lendemain, mais on peut se dire que ça finit par rentrer dans la tête des gens. Il y a que les intellectuels qui pensent que les ouvriers ne réfléchissent pas. La grande majorité, ils réfléchissent. Ils disent, tiens, on a fait ça, on a perdu. Pourquoi on a perdu ? Tiens, peut-être si on faisait autrement. Et tout ça va entraîner une maturation politique qui est déjà en cours. Je pense que la désertion des urnes, je trouve, moi, fait partie de cette maturation politique. Ils n'y croient plus. Alors, pour l'instant, c'est purement négatif. Hein. Mais on l'a vu. Alors, dans d'autres pays que la France, c'est la même chose. Hein. En Italie, c'est terrifiant. L'Italie est un pays bien plus politisé que la France. Et aujourd'hui, la grande masse s'est désintéressée des élections. Ils continuent de voter pas beaucoup plus que nous. Et il peut se passer n'importe quoi, tout le monde s'en fiche. Alors, je sais pas, on était à Rome au lendemain de l'élection de Meloni. Donc on se demandait si on allait voir, je sais pas, des banderoles no passaran, alto fascisme, ou au contraire, des gens avec des portraits de Mussolini, rien de tout ça. Il s'est rien passé. Calme plat. C'est un non-événement, l'élection de Meloni. Et pas du tout le retour vers les années sombres de 1930. D'ailleurs, Mélanie, elle a fait comme tout le monde, elle a fait la même politique que lui a dicté l'UE, et puis elle s'est... Elle est passée voir Madame von der Leyen, et elle est passée en 2 heures d'entretien du statut de fasciste à quelqu'un de finalement bien. Oui. C'est pratique. Oui. Tant qu'elle fait les mêmes politiques dictées par l'Union européenne. Mais est-ce qu'on peut garder quelque chose du marxisme dans la praxis, dans l'action politique, de gauche ou pas de gauche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être justement filtré au tamis de l'histoire, et pas juste comme un philosophe, ça c'est clair, ou comme un analyse du capitalisme, on a compris, il rentre dans le panthéon des grands philosophes de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est quand même utilisable ou pas, selon toi? Ou c'est...
Producteurs sauvons-nous C'est nous-mêmes. haram, c'est une catastrophe. Si on commence à l'utiliser, ça finira mal. Non, producteurs sauvons-nous nous-mêmes. Décrétons le salut commun. Enfin, l'émancipation des travailleurs sera là des travailleurs eux-mêmes. La phrase est de Marx, il la met à la fin de la déclaration de l'Association internationale des travailleurs. Hein. L'émancipation des travailleurs, c'est là des travailleurs eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est le plus important. Et au fond, moi, je me dis que bon, je ne serai plus dans la vie active, parce que j'y suis plus, hein, depuis un petit moment déjà. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Mais il y a une chose qu'on peut faire, où qu'on se trouve, et c'est d'utiliser nos moyens pour les mettre au service des opprimés. Voilà. Être du côté de ceux qui en bavent, du côté de ceux qui refusent de prendre des coups de fouet. Donc c'est ça, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et ça, c'est au fond ce que Marx nous dit. Marx, il est contre tous ces réformateurs sociaux qui ont des plans tout faits, qui vont transformer le monde. Non, pour lui, dit le communisme, c'est le mouvement qui se passe sous nos yeux. Donc, ce qu'il faut garder, c'est regarder le mouvement sous nos yeux. Et ce mouvement sous nos yeux, il prend des formes diverses et variées. Alors, il y a une chose que paradoxalement, on pourrait peut-être reprendre de Marx aussi. Peut-être nous ramener sur un autre terrain. Marx, il dit, la lutte de classe est internationale dans son contenu, mais nationale dans sa forme. Et c'est pas du tout une petite question. Nationale dans sa forme, c'est-à-dire une lutte de classe qui n'est pas nationale, elle n'a pas de forme. Donc c'est amorphe. Et donc, il faut que... et ça, je crois qu'on peut essayer de travailler là-dessus. En tout cas, je pense qu'on est complètement sur la même ligne. Ce sur quoi peuvent prendre appui ceux qui n'ont rien, c'est sur la seule chose qu'ils aient, c'est-à-dire leur patrie. Voilà. Il peut Jaurès. Jaurès, bah oui. Hein, donc Marx plus Jaurès, voilà, je crois, c'est la bonne formule. Marx plus Jaurès. Marx, tu l'as dit, n'a jamais défini ce qu'était le communisme. D'autres l'ont fait pour lui en lui mettant des mots qu'il n'a jamais prononcés. Non. Par contre, tu l'as dit, il a une philosophie d'histoire qui voit une sorte d'enchaînement. Alors, là, c'est pareil. Quand on lit Marx, au départ, on se dit, on trouve une préface, je ne sais plus laquelle, dans laquelle il dit ça. Et puis, quand on lit 2 lignes plus bas, il dit « Voilà le point auquel j'étais arrivé en 1845. » Avec le manifeste. Avec le manifeste. Mais après, il dit pas « J'en suis là maintenant ». Il dit « Voilà, j'en étais arrivé ». Puis on va pas plus loin. Alors du coup, on en fait toute une théorie, une doctrine qu'on va appeler le matérialisme historique. Et puis, c'est pareil, on tape œuvre complète de Karl Marx, rechercher matérialisme historique. Aucune réponse à votre requête. Matérialisme dialectique, aucune réponse à votre requête. C'est-à-dire tout ce qui a été les grands mots du marxisme traditionnel ne sont pas chez Marx. Oui. Il y a des raisons à ça aussi, c'est ce qu'a dit... Par contre, il y a le concept d'intellect général qui intéresse personne. Oui, mais alors c'est ce que dit justement Michel Henry, il dit le problème du marxisme, c'est qu'on a élaboré cette doctrine alors qu'on ne connaissait pas quelques-uns des textes les plus importants de Marx, qui sortent dans les années 1930, c'est-à-dire pas un bon moment, et puis le gars qui les publie, c'est David Rezanov, il a à peine publié ça, qui prend son billet de train pour la Sibérie, voilà. Mais on pourrait peut-être essayer de lire Marx pour elle est simple. Ouais, elle est simple. Ouais. On pourrait essayer de lire Marx, ce serait plutôt une bonne idée. Mais je voulais venir à cette question. Peut-être tu ne seras pas d'accord. D'ailleurs, enfin, il n'y a pas d'accord, pas d'accord, c'est une question. Il a quand même décrit il a dit que le capitalisme était pris dans des contradictions, oui. Qu'il devait que le capitalisme devait aller à son terme, en fait, pour faire simple, non ? L'idée, est-ce que le socialisme, c'est pas quelque chose qui vient après, une fois que le système ne fonctionne plus, ou patine, et où on se retrouve dans des situations où il y a une autre pression, une autre pression, par exemple celle environnementale, sur la biodiversité, sur les ressources, tout simplement. Oui. Il n'y a pas assez pour produire pour tout le monde, tout le temps, tout un tas de nouveaux trucs. Est-ce que c'est pas là qu'il peut y avoir, pas un basculement, mais une organisation autre de la société pour
co-gérer tous ensemble oui, je pense que ça va s'imposer. Que les producteurs s'associent pour ne pas produire de trop, pas produire des saloperies, ça s'impose. Et on peut trouver ça chez Marx. Il y a un philosophe japonais, dont le nom m'échappe à l'instant, dont on a publié en France récemment un livre sur comment Marx peut être un bon penseur de l'écologie. Voilà. Et qui réfute justement cette idée, le marxisme, c'est la croissance illimitée des forces productives, donc on sera tellement riche un jour qu'il y aura même besoin d'un État pour répartir des ressources rares, de se servir, quoi. Bon, alors ça, c'est le paradis terrestre. Hein. On n'avait pas besoin de travailler. Mais depuis, on est sorti du paradis terrestre de Proto. Et donc, moi, je crois on a besoin d'une telle pensée. Alors, ce que Marx dit, et là-dessus, évidemment, il est limité aussi par son époque, hein. Il voit un capitalisme qui a encore d'énormes possibilités devant lui. Et la question... Alors, il a quand même... il sait très bien comment on a salopé la vie des gens. Il sait très bien dans quelles conditions on fait vivre les ouvriers. La pollution, il a une idée de ce que c'est. Hein. Mais il ne voit pas que le système va rentrer en contradiction avec le maintien même de la vie sur Terre. Alors là, on est devant cette situation. Et je pense on a rajouté un chapitre au Capital, ou 2 ou 3 même, justement là-dessus. On ne pourra pas résoudre nos problèmes par une nouvelle croissance, de nouvelles choses. Il faut qu'on se mette d'accord pour savoir comment on va produire et qu'est-ce qu'on va produire. On prend par exemple nos amis paysans là, qui ont défilé. Moi, je suis très sensible à la condition paysanne. C'est moi, hein. J'ai encore les pieds dans la terre. Bon, ils ne pourront pas sortir sans qu'on fasse un demi-tour radical par rapport à la voie dans laquelle on est rentré. Il faut changer complètement la manière dont on organise la production, dont on organise le commerce. Il faut être protectionniste. Voilà. Il faut arrêter d'acheter des céréales qui ont je ne sais combien de molécules interdites chez nous à l'étranger. Alors là, M. Macron, qui ne croit qu'au Saint-Marché, il a trouvé la bonne solution, c'est allez, un petit coup de molécules pour nous aussi. Glyphosate, allez-y les gars. Bon, c'est de la folie ça, on le sait. Ça a des conséquences dramatiques, une bonne partie des cancers. Parce que si on regarde l'augmentation des cancers, on peut se dire d'un premier temps, les cancers ont augmenté parce que les gens vieillissent. Augmentation de l'espérance de vie. Puis après, on s'aperçoit que l'augmentation des cancers est beaucoup plus importante que celle qu'on aurait pu attendre simplement par l'effet du vieillissement. Et les gens qui travaillent sur ces questions disent, voilà, c'est le bruit de fond de la société moderne. C'est-à-dire ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens, qui ont des conséquences sur les cancers. Comment il paraît qu'il faut réarmer la démographie. On sait que la fertilité masculine, c'est comme dans La Servante écarlate, la fertilité masculine s'est effondrée, et tout le monde est à peu près certain que c'est les perturbateurs endocriniens qui sont à la manœuvre. Et ces perturbateurs, on les trouve dans l'agriculture moderne. Les pâtes alimentaires au blé dur, il a été arrosé convenablement avant, puis ça passe dans les pâtes, et puis nous on le mange. Voilà. Donc on sait qu'il faut arrêter ça. On sait qu'il faut l'arrêter. Et ça, on ne peut pas le faire si on impose des souffrances aux uns, si on punit les uns et les autres. Il faut le faire en commun, ça veut dire qu'il faut si on s'occupe du commun, il faut être communiste, quoi, en quelque sorte. Donc en conclusion, on pourrait dire que un vrai écologiste, c'est quelqu'un qui a une pensée marxienne. Oui. Oui. Et pas les ELV qu'on a aujourd'hui qui font du twerk et qui sont pour le capitalisme vert. Oui. Il n'y a pas de solution au problème de l'environnement, au problème écologique, sans qu'on mette en cause radicalement le capitalisme. Voilà. Marx disait la nature est le corps non organique de l'homme. Voilà. Si c'est notre corps non organique, on a intérêt à faire gaffe parce que c'est le nôtre. Hein. Pas parce que la nature serait en elle-même à déifier, mais parce que c'est de notre vie dont il s'agit. Et pour ça, on peut le faire qu'en planifiant, qu'en reprenant les choses à la base, et puis en se disant, on fait ça, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Et puis en donnant aussi peut-être une plus large autonomie aux communautés individuelles.
Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à mettre des légumes sur des camions pour les acheminer dans les grandes villes si on construisait les villes à la campagne, pour reprendre la blague d'Alphonse Allais, ça serait quand même plus pratique. C'est-à-dire si... moi, j'avais soutenu la candidature de Montebourg la dernière fois, enfin, candidature éphémère, parce qu'il y avait 2-3 bonnes idées chez Montebourg que moi, je reprendrais volontairement. Et parmi celles-ci, il y avait l'idée de redonner de vie aux petites villes de province. Voilà. Donc, pour ça, on peut avoir une action décidée. Ça s'est fait un petit peu, le gouvernement italien avait commencé de faire ça en Sicile. C'est-à-dire de donner des maisons à 1 euro à condition qu'elles soient réparées et retapées. Et puis, si on augmente la population de ces campagnes, on va permettre de redévelopper un maraîchage de proximité. La ceinture d'une ville de 10 000 habitants, ça fait des maraîchers, hein. Et tous ces gens-là, au lieu d'attendre leur chou-fleur à Paris, ben, ils les auront sur place. Et donc, on fera beaucoup d'économies, de transport, de CO2, etc., etc. Mais ça veut dire un plan d'ensemble. Et puis, ça veut dire que ceux qui se lancent là-dedans sont protégés contre la concurrence internationale féroce. Donc, il faut être protectionniste. Voilà. Il faut revenir... bon, comme disait Jaurès aussi, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Voilà. Excellente conclusion. Merci Denis d'être venu sur Fréquence Populaire. Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci d'avoir écouté. Je vous invite vraiment à acheter ce livre. C'est beaucoup plus riche que ce que nous avons pu aborder aujourd'hui. Marx est effectivement un grand penseur. Alors Marx, pas le Marx qui a été mal utilisé, qui a été amené au goulag, mais le Marx écolo. Oui. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, surtout si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous a beaucoup plu, donc de liker, de commenter, de partager, et pour ceux qui n'ont pas totalement les poches percées, eh bien, de nous faire un petit don de 5 € pour qu'on continue à faire ce que nous faisons. Merci encore, Denis. Merci, Georges.